Vous avez 4 personnes qui sont, à mon avis, très représentatives de ce qu'est le piano, l'histoire du piano et le piano contemporain. C'est très rare de rencontrer sur le même plateau des personnes aussi complémentaires. Je vais commencer par les dames, bien sûr. Catherine Michaud-Pradel, qui est une historienne du piano. Elle va se présenter elle-même. Oui, bonjour. Donc, moi, je suis une ancienne élève du CNSM, je suis musicologue et donc je suis plusieurs fois lauréate du Conservatoire de Paris et puis j'ai consacré ma thèse de musicologie au facteur de piano Henri Pape. J'ai fait de la recherche, notamment au CNRS, et puis ensuite mandatée par la direction des métiers d'art dans les archives de l'INPI. Et mon travail de chercheur, ça a été d'extraire donc du fonds ancien de l'INPI les brevets qui étaient consacrés à la facture des instruments de musique en général. Mais il se trouve qu'il y en a 2300 sur le piano, et mon travail, ça a été de les regarder, les 2300. Donc voilà. Et puis comme j'ai travaillé sur Pape, et bien évidemment, j'ai beaucoup aussi travaillé sur le 19e siècle, ce qui peut justifier ma présence ici. En tout cas, je suis ravie de vous voir. Merci. Stéphane Polello, bon, je ne sais pas exactement ce que je suis, mais en tout cas, j'ai une formation de germaniste, un petit peu d'ingénieur, beaucoup de pianiste. Et donc, j'ai eu tous les diplômes nécessaires pour exercer le métier à la fois de pianiste et aussi d'enseignant. J'ai enseigné pendant plusieurs années au Conservatoire du 5e arrondissement à Paris. Et puis, la facture de piano a toujours traversé ma vie depuis fort longtemps pour devenir mon activité essentielle. Et aux alentours de 2004, j'ai décidé de... Enfin, c'est comme un virus qui me torturait l'esprit depuis pas mal de temps, de revisiter toute la facture de piano, pratiquement de A jusqu'à Z, en commençant par la corde jusqu'aux roulettes. Et voilà, donc ça donnait naissance à une nouvelle série de pianos, dont l'un des représentants est ici. Et voilà, c'est actuellement l'épicentre de notre vie, Claire Polello et moi-même. Jean-Claude Bateau, je suis chargé de conservation-restauration au Musée de la musique et notamment je suis en charge des instruments en état de jeu. Donc le Musée de la musique conserve beaucoup de pianos, beaucoup de clavecins et il y a une trentaine de clavecins, pianos et orgues qui sont en état de jeu qui vont du XVIIe siècle à 1929. Voilà. Et accessoirement, je suis aussi professeur d'organologie à l'ITEM. Donc, il y a certains anciens élèves qui sont dans la salle. Voilà. Bonjour, je suis Francis Duvernay. Je m'occupe d'un atelier de restauration depuis les années 1995-94. Et nous avons restauré énormément d'instruments historiques, vraiment dans le pianoforte, c'est notre cœur de travail. Donc les plus anciens, ça va de 1750 jusqu'à... Nous, on s'arrête à peu près. Pour nous, le piano ancien s'arrête en 1840, 50. C'est notre cœur d'activité, tous les instruments de cette période-là. Et donc, nous sommes une équipe de restaurateurs qui travaillons avec une recherche sur les cols, les produits, comme c'était utilisé à l'époque, bien sûr. Et on fait même des analyses pour les matériaux de corde et pour différentes choses. Pour être le plus juste possible, notre but, c'est de restaurer un instrument le plus proche possible de ce qu'il était à son origine. On ne cherche pas du tout à améliorer et tout, on cherche à vraiment ce qu'il soit comme il était. Donc l'idéal pour nous, c'est de trouver des instruments, même en piteux état, mais jamais touchés. Donc au fil du temps, on a restauré des instruments pour des collections italiennes, françaises, allemandes. Et on a une collection d'instruments nous-mêmes, qui fait une 60aine d'instruments, qu'on met à disposition des musiciens qui veulent venir jouer, enregistrer sur ces instruments. Je m'appelle Bernard Desormières, j'ai d'abord eu une formation d'ingénieur, j'ai travaillé pendant une quinzaine d'années dans l'industrie, mais j'ai toujours fait du piano et actuellement je suis pianiste et je joue dans tous les styles classiques, jazz et j'ai eu des classes d'improvisation également. Et donc j'ai travaillé pour des magazines comme journaliste pendant 20 ans pour la lettre de musicien,
beaucoup d'articles sur le jazz, l'improvisation et la facture du piano. Et pendant une 8aine d'années, dans le magazine Pianiste et Classical, où j'ai fait beaucoup d'articles sur les instruments piano plutôt contemporains. Et voilà, donc très rapidement, maintenant je vais passer à la parole à notre historienne du piano, Catherine Michaud-Pradey, qui pendant un petit quart d'heure va essayer de vous faire d'une façon très concise mais très pertinente, elle saura très bien résumer cette évolution, l'histoire de l'évolution du piano forte jusqu'au piano actuel. Oui, confidence pour confidence, c'est la première fois que je m'apprête à résumer en un quart d'heure 3 siècles et quart d'histoire du piano. Bien, donc le piano a plus qu'une histoire, il a carrément un destin fabuleux, un destin unique et qui est encore flamboyant. Stéphane Polello est à côté de moi et est là pour vous le prouver. Dans l'état actuel de nos connaissances, nous nous accordons toujours à reconnaître l'antériorité de l'invention du piano forte à Bartolomeo Cristofori, qui était donc facteur de clavecin et qui était responsable de la collection de la famille Medici à Florence. Et en 1700, très exactement, Cristofori a rédigé un inventaire de la collection dans lequel il inscrit uno gravicimbalo che fa piano e forte, qui est de sa fabrication, c'est-à-dire qu'en fait, il a déjà pensé à un instrument à cordes frappées. Alors que fait-il exactement? Eh bien, il reprend la conception du clavicorde, qui est une cithare à cordes frappées et qui est depuis le XVe siècle déjà munie d'un clavier. Ce qui veut dire qu'en fait les interprètes n'ont plus accès direct aux cordes comme sur un tympanon par exemple ou un cimbalom, mais passent par une interface qui est le clavier. Et sur le clavicorde, les petits marteaux, des sortes de petits marteaux, sont directement plantés dans les touches. Et le mérite de Cristofori, c'est d'avoir trouvé une mécanique qui lance les pianos, qui lance les marteaux sur les cordes et d'avoir pensé à un instrument sur lequel tous les marteaux sont sur la même ligne, ce qui n'est pas toujours le cas sur le clavicorde. Alors, donc, disons que cette idée est aussi un petit peu dans l'air. Au début du XVIIIe siècle, d'autres facteurs de clavecin pensent déjà au clavecin maillé, en tout cas un instrument à cordes frappées. L'Allemagne commence à faire quelques essais, la France aussi. Donc, dans les années 1720, déjà apparaissent quelques pianos forte qui sont encore fragiles, qui ne sont pas très sonores, qui ne sont pas très fiables, mais en tout cas qui sont jouables, et commence alors une cohabitation extrêmement difficile avec le clavecin, parce que le clavecin, lui, c'est l'instrument des rois, il est à son apogée, et le pianoforte n'est pas du goût de tout le monde. Donc on se souvient par exemple du mot de Voltaire qui a écrit à sa nièce en 1774, à Madame du Défend, qu'en fait c'était un instrument pour chaudronnier. Donc en fait la France n'aime pas trop l'esthétique de la corde frappée, et donc il faut attendre une sorte de coalition, si je puis dire, européenne pour que le pianoforte l'emporte sur le clavecin. Alors tout commence musicalement parlant en Allemagne, parce que les fils de Bach font partie de sociétés de jeunes intellectuels et artistes qui souhaiteraient un pays un peu plus unifié, qu'ils en ont assez de toutes ces cours ducales, princières, etc., où on singe la France et on barguine français. Donc ils aimeraient beaucoup ils rêvent d'une Allemagne unie et dont l'unité passerait par la langue germanique et par une musique qui leur serait propre. Et donc, ils font partie de ces jeunes qui sont attirés par tous ces mouvements littéraires de l'époque qui sont terriblement axés sur la sensibilité. Vous vous souvenez du Sturm und Drang. Donc, en fait, ils se rendent compte que peut-être cet instrument à cordes frappées et qui propose déjà des nuances serait peut-être un petit peu plus approprié pour justement les aider à défendre cette identité allemande. Il faut que les Anglais
boutent complètement hors de leur blanche falaise la horde de musiciens italiens qui ont envahi leurs opéras. Ils en ont assez de toutes ces divas qui recoulent dans les coulisses quand elles ne s'y crêpent pas le chignon. Donc ils ont décidé que finalement l'opéra leur revenait très très cher et ils ont envie de retourner chez eux, de défendre une musique un peu plus domestique. Or, à Londres, dans les années 1760-65, est arrivé un jeune facteur de piano allemand qui s'appelle Zumpe et qui propose des petits pianos carrés, pas très chers, qui tiennent pas trop de place dans un salon. Donc les Anglais vont s'équiper en grande majorité de ce nouveau petit instrument qu'ils trouvent finalement largement suffisant pour ce qu'ils ont envie de faire. Donc là, l'Angleterre va peser d'un poids économique qui n'est pas négligeable parce que c'est en Angleterre que le piano va connaître ses premiers signes de popularité. Et enfin, il faut la Révolution française, parce que la bourgeoisie qui arrive au pouvoir va faire de la musique sa nouvelle religion. C'est grâce à la musique qu'on peut ressembler à l'aristocratie d'Ancien Régime, c'est grâce à la musique qu'on a l'air intelligent, grâce à la musique qu'on a l'air d'avoir du goût, mais même si elle vous ennuie énormément. La musique, c'est le signe de reconnaissance de la caste, et c'est donc quelque chose de très important. Mais à l'époque, les grandes formations musicales n'existent pas. Donc, si on veut de la musique, il faut un instrument. Et la bourgeoisie va jeter son dévolu sur le pianoforte qu'elle croit moderne. Elle ne sait pas qu'il est centenaire. Donc, s'il est moderne, évidemment, il est paré de toutes les vertus pour cette société qui défend énormément la liberté, le progrès, la modernité. Donc, après la Révolution française, les conditions sont réunies pour que le piano puisse triompher du clavecin. Donc, s'organise au début, à la fin du XVIIIe siècle et au tout début des premières années du XIXe siècle, déjà une première carte de l'implantation des grandes puissances, enfin de la facture du piano dans les grandes puissances intellectuelles et économique d'Europe. Et vous vous doutez bien que cette carte géographique va énormément s'étaler ensuite par la suite. Son contenu va beaucoup se densifier. Et puis, l'histoire veut qu'elle devienne internationale après 1853, quand Steinway ouvre ses portes à New York, après 1887, quand Yamaha ouvre ses portes à Matsumasu, merci, au Japon. Et puis, on sait évidemment après la tournure que prennent les événements avec l'arrivée sur le marché de toute la facture asiatique et coréenne en particulier. Bien, donc, les conditions sont réunies. Je prends mon anti-sèche, voilà. Donc, va dire un autre volet de l'histoire du piano commence maintenant, et c'est intéressant parce que tout est à faire, c'est-à-dire qu'il faut améliorer évidemment techniquement l'instrument, il faut en fabriquer, il faut en vendre, il faut lui trouver il faut trouver des interprètes, il faut surtout aussi lui trouver du répertoire avec un vocabulaire qui lui soit propre, évidemment. Donc ça vient. La France, qui est le pays de la liberté, le pays qui passe pour le pays le plus moderne d'Europe, devient tout à coup le pays, disons, à la fois emblématique du piano et le pays où le piano va prendre une importance à la fois sociale et économique et technique très, très, très importante. Donc, c'est à Paris qu'il faut s'installer si on veut faire fortune parce que le marché intérieur est très important, le créneau est très porteur, donc c'est à Paris qu'il faut aller s'installer.
Et donc, il y a une grande vague d'immigration de jeunes étrangers qui viennent pour faire fortune parce que, en fait, être facteur de piano, ben, ça entretient un petit peu leur rêve de gloire. Donc, je vous donne quelques chiffres. Il y a 24 facteurs installés à Paris en 1805. Il y en a 193 en 1847, 179, donc avec une petite chute en 1860, et ils sont 250 en 1872. Alors, essayez d'imaginer ce que c'est que la vie musicale à Paris, et avec 250 fabricants de pianos qui se détestent, qui se mangent le nez, qui se jalousent, qui s'épient, qui se copient et qui essaient en plus de ressembler évidemment aux 4 grands noms de l'époque qui émergent et dont la presse parle sans arrêt, et qui sont Érard, Pape et Pleyel. Donc, que faut-il faire pour sortir du lot? Parce que c'est ça qui est le plus important. Donc, pour sortir du lot, il faut innover. Donc, il faut être facteur d'instruments. L'inventeur est un statut social très convoité à l'époque. Donc, la France de 1803 à 2003 donc peut s'enorgueillir de 2300 brevets d'invention, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Il faut montrer sa production, donc participer aux grandes expositions publiques nationales et internationales. Il faut recevoir dans ces salons si on peut. Il faut posséder, si possible, sa propre salle de concert, ce qui explique donc les 3 salles que Pleyel a fait construire successivement à Paris, la dernière étant Faubourg Saint-Honoré, telle que vous la connaissez. Il faut convoquer, conquérir la presse, il faut acheter de l'espace publicitaire, c'est le début donc du pouvoir extrêmement important de la presse. Et il faut, si possible, trouver aussi une égérie en la personne d'un pianiste qui a de l'avenir ou qui est déjà célèbre. Donc ceci explique le cas Érard, qui a pris pour égérie Liszt, et Pleyel qui a pris pour égérie Chopin. Donc ils leur fournissent régulièrement des pianos, et ces pianos, évidemment, auprès des élèves et quand ils donnent des concerts, sont autant de pions pour faire connaître leurs instruments. Donc le piano jouit d'une popularité absolument unique en Europe, et j'insiste en vous disant qu'il y a un piano par famille à Paris en 1850, et donc un à tous les étages, comme le gaz. Donc essayez d'imaginer ce que pouvait être la cacophonie d'une montée d'escalier le soir, quand tout le monde tapotait, parce que à l'époque, on parlait même plus de jouer du piano, on parlait de la rage de tapoter. Donc en fait, ça devient très difficile à vivre, et beaucoup d'intellectuels et de gens sensés, évidemment, commencent à prendre en grippe le piano, comme commencer par Berlioz ou Jules Sandeau, celui-là même qui a vécu avec George Sand, qui disait un jour, on peut même pas aller à la campagne pour avoir la paix, parce que quand on traverse un village, on prend une sonate en pleine poitrine. Donc en fait, il y a une sorte d'exaspération qui s'installe autour de cet instrument qui est absolument omniprésent, et ça ne va pas s'arranger, puisque du salon bourgeois, il va passer dans les salles de concert, il va passer dans les cafés-concerts, il va passer au cabaret, il va passer au cinéma, il va passer dans les bals. Donc il va devenir l'instrument qui sert à un petit peu tout, et ça ne s'arrangera pas avec les instruments reproducteurs, donc à la fin du siècle, puisque avec les pianos mécaniques et pneumatiques, on peut faire les premiers enregistrements, et ça c'est quand même intéressant, parce qu'on a quand même des rouleaux de Granados, Stravinsky et tant d'autres, et ça devient évidemment très intéressant. Donc le répertoire, lui, il faut qu'il s'adapte aussi, donc il va être en perpétuelle extension. Et si je vous ai parlé de la génération des fils de Bach qui donc montrent quelques tentatives pour laisser le contrepoint de monsieur leur papa, et pour s'acheminer vers un discours continu avec des thèmes fortement marqués et fortement typés, eh bien il va falloir attendre aussi l'arrivée de Mozart pour que Mozart comprennent que cet instrument va demander un répertoire, un vocabulaire à lui.
Donc il va réussir à convaincre Haydn et ils vont fournir à Beethoven les ingrédients de la pâte que Beethoven va faire lever. Donc je ne vous fais pas une histoire musicale du piano, on est là pour ça et puis on va évoquer énormément de choses, entre autres sur l'évolution de l'écriture. Je me contente de vous dire que la pédagogie de son côté aussi, évidemment, est complètement tributaire des progrès de la facture. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que au début à la fondation du conservatoire, il a fallu de faire signer par contrat au premier professeur la nécessité d'écrire des méthodes, parce qu'on ne savait pas trop comment utiliser cet instrument. Tous les pianistes sont à la fois des compositeurs, mais ils n'ont pas le choix, évidemment. Et on s'achemine comme ça vers l'arrivée de Chopin et Liszt, qui, eux, vont comprendre que, d'abord parce qu'ils ont la chance d'avoir tous les 5 ans ou tous les 10 ans un piano tout neuf, donc de suivre pas à pas les progrès de la facture, à la fois en tant que compositeur et en tant que pédagogue. Et ils ont la chance donc de s'adapter et de montrer que finalement la pédagogie face à cet instrument va complètement changer. Elle va impliquer les muscles de la main, les muscles de l'avant-bras, le dos, etc. Donc c'est une toute nouvelle pédagogie qui suit évidemment les progrès du piano. Donc reste le XXe siècle où là évidemment j'ai trouvé beaucoup moins de brevets parce que le piano moderne est né avec sa mécanique à double échappement, avec son feutre sur les marteaux, avec son cadre métallique, avec ses cordes croisées, pour ne parler que de ces inventions-là, évidemment, et qui sont fondamentales. Donc, pour conclure, je dirais qu'en fait, j'ai voulu donner du sens à mon dépouillement d'archives et me demander justement qui commençait chaque fois dans cette rencontre technique et musicale. Et je me suis rendu compte qu'en fait, les inventeurs sont des gens qui sont obsédés par l'idée d'inventer et que donc, c'est eux qui commençaient et qu'en général, le vocabulaire suivait, ce qui ne veut pas dire que les pianistes, les compositeurs ont été des gens serviles et pas du tout. Il leur reste évidemment, la passion, l'inspiration et c'est pour cette raison que la rencontre est restée magique. Voilà. Merci Catherine de ces éclairages tout à fait particuliers qu'on n'a pas l'habitude d'aborder sur le plan sociétal. Et je crois, elle a écrit d'ailleurs il y a quelques années un livre de référence, un Que sais-je sur le piano, qui est très difficilement trouvable, que j'ai avec moi, qui représente exactement le contenu très détaillé de ce qu'elle vient de nous dire d'une façon très condensée. Maintenant, je vais passer la parole à monsieur Jean-Claude Bateau, qui va nous présenter déjà les premiers pianos qui vont être joués, parce que dans quelques instants, après son discours, après sa présentation des instruments, nous ouvrirons nos oreilles pour écouter chacun des deux pianos, ceux qui sont pour vous le plus à gauche sur la scène. Oui, donc pour compléter un petit peu ce qu'a dit Catherine Michaud, effectivement, le piano au XVIIIe siècle, au XIXe siècle, c'est une source d'invention et d'inventivité extraordinaire. Et ce qu'on peut dire, c'est que, en fait, surtout au XIXe siècle, un petit peu au XVIIIe siècle, c'est qu'en fait, il va y avoir une multitude de pattes sonores, de sonorités. Pratiquement, chaque facteur va avoir une patte sonore. On parle toujours de Pleyel, qui a un son qui est plutôt basé sur la fondamentale, et puis Liszt, qui lui, ça part un peu dans tous les sens, et beaucoup d'harmoniques. Donc en fait, chaque facteur avait les caractéristiques au niveau de la facture, mais aussi au niveau du son. Alors, nous n'avons pas les premiers pianos ici, du XVIIIe siècle, mais nous avons quand même des pianos très très intéressants. Nous avons notamment derrière, ici à droite, un instrument de Conrad Graf qui a été restauré par M. Duvernay, et donc qui est vraiment un instrument très caractéristique. Beethoven a eu un Graf, et donc pour voir un petit peu ses caractéristiques techniques,
Donc déjà, c'est une mécanique à butée à échappement. Donc ce n'est pas du tout une mécanique à échappement à poussoir, telle que l'on a sur les autres instruments. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle une mécanique viennoise avec attrape. Et donc vous remarquerez qu'il y a 4 pédales. Donc c'est une époque aussi où les instruments ont, donc ils datent de 1829. Donc 1829, donc vous remarquez qu'il y a 4 pédales. Donc il y a la pédale de forte, d'una corda, de céleste, donc qui est la bande de peau ou de drap qui s'intercale entre les marteaux et la corde, et puis le jeu de basson, qui est cette bande de papier roulée qui va friser les cordes et qui va donner un petit peu cet aspect de mirliton. Alors là, il n'y a que 4 pédales, mais en fait, il faut savoir qu'il y a des pianos qui vont avoir jusqu'à 8 pédales, qui vont aller avoir des cymbales, des clochettes, enfin tout un tas de jeux très particuliers qui vont améliorer, entre guillemets, le son de l'instrument. Alors vous remarquerez aussi que cet instrument, vous ne voyez pas les cordes. Il a ce qu'on appelle une fausse table d'harmonie. Pareil d'ailleurs pour l'Erard qui est derrière moi. Alors c'est une caractéristique qui est assez particulière, que l'on retrouve pratiquement tout le temps sur les pianos français, de la fin du XVIIIe siècle jusque dans les années 1850. Et donc en fait c'est un accessoire un peu particulier. Alors il y en a qui disent que ça sert à protéger la table d'harmonie de la poussière. En fait, ça sert surtout de filtre. Hein. Donc ça permet d'homogénéiser en fait les registres des instruments, du clavier du piano. Et quand on enlève ces fausses tables d'harmonie, généralement le son est plus dur. Hein. On a fait une petite expérience au Musée de la musique, en collaboration avec le Mans. En fait, on a certaines fréquences en fait, qui sont coupées par la fausse table d'harmonie. Et chose un peu particulière aussi, c'est qu'en fait, ce que le public entend, le pianiste ou la pianiste entend différemment. Hein. Donc en fait, c'est assez étonnant comme pièce rajoutée. Alors derrière moi, je vais y arriver, vous avez un Erard qui date des années 1844, c'est cela, oui. Et donc, alors lui qui a une mécanique à double échappement, donc double échappement inventé par Erard, et il a encore cette fausse table d'harmonie. Vous remarquerez qu'elle n'est plus un épicéa comme sur le graphe, elle est un palissandre. Donc là, c'est aussi une question esthétique. À cette époque-là, vous aviez un piano plaqué d'acajou, la fausse table était un acajou. Vous aviez un piano plaqué en palissandre, la fausse table était en palissandre. Donc cet instrument a toutes les caractéristiques évidemment des pianos d'Erard, donc double échappement, les marteaux par-dessous. Hein. Voilà, donc je passe. Alors, cet instrument viennois était dans son état, comme on vous a dit qu'on les a choisis, c'est-à-dire vraiment d'origine quand on l'a trouvé. On a eu beaucoup de chance. Donc on a remis en état de jeu cet instrument en conservant un maximum de pièces dessus. Et la seule chose, on va dire, qui a été vraiment nécessaire de changer, c'est la dernière couche de peau. Parce qu'il faut savoir qu'à ces époques-là, les marteaux sont très petits. Alors les premiers viennois, comme on parle de l'époque de Mozart, qui étaient des Stein, où c'était des couches de peau, il n'y en avait qu'une, sur du bois ou sur du papier roulé ou différents procédés. Et petit à petit, dans la montée, toujours la recherche de plus de son, on a fait des marteaux un peu plus gros. Donc là, on est sur la période, la deuxième série des viennois, où on a des marteaux avec multi-couches de peau, mais très petites, très fines. Ce n'est pas des couches de peau très épaisses. Et donc on a en général 4-5 couches de peau et ce qu'on appelle la peau de jeu à la fin. Donc celle-là, on est obligé de la changer parce que vous pensez bien que sur un instrument de cette période-là, s'il avait ses peaux d'origine, la peau devient très dure et le son devient épouvantable. Donc le but, c'est de changer la dernière couche de peau. Donc pour ça, on se reprocure des peaux en Autriche où il y a des gens qui tannent les peaux encore à l'ancienne, comme à l'époque, sans produits chimiques, mais avec des procédés comme ils utilisaient. Ce qui permet à ces peaux de garder
une douceur et une souplesse extraordinaires. Quand on les touche, c'est très très doux. Et ça se ressent, vous allez écouter sur ce genre d'instrument. Alors, bien sûr, il n'est pas ici dans une salle qui est vraiment pour une puissance, pour un instrument comme ça. Il ne faut pas oublier que ces instruments-là jouaient dans les salons bourgeois, dans les châteaux. Donc, c'était des salles où vous imaginez à peu près la taille. Donc, c'était adapté à ce genre de salle. Donc, ici, il est un petit peu en retrait par rapport à la taille de la salle. Mais par contre, vous allez pouvoir entendre les possibilités que donnaient ces instruments dans cette période-là. Ce qui est très intéressant avec les pédales, c'est que dans ces périodes-là, que les instruments ont cherché à faire doux, très très doux. Alors comment on faisait ça? Donc on avait la pédale une accorda qui décale les marteaux des cordes. Donc sur les viennois, on décalait que de 2 cordes. Sur les instruments de la même période, français et anglais, on avait ce qu'on appelle une vraie una corda, c'est-à-dire on allait jusque sur une corde. Ce qui permettait des jeux aussi de 2 cordes, 3 cordes, 1 corde. Et les Français étaient aussi souvent équipés de ce qu'on appelle une céleste, donc soit un drap qui vient se glisser entre le marteau pour obtenir une nuance très douce, voire sur certains viennois, ce qu'on appelait une double céleste, c'est-à-dire on avait une première pédale qui avait un cran, et la pédale d'à côté permettait d'avoir double épaisseur de drap pour être encore plus doux. Donc ça, plus la pédale pour décaler les cordes, on avait des changements de timbre vraiment très très doux. Mais les gens étaient très proches des instruments, donc ils entendaient tous ces détails. Donc voilà, pour faire le tour de cet instrument, il n'y a plus qu'à l'écouter. Merci Francis. On rappelle maintenant Marcia Hadji Marcos qui va nous jouer les 2 pianos les plus anciens. Voilà. Bonjour tout le monde. Je suis Marcia Hadji Marcos, américaine d'origine. J'ai étudié le piano actuel aux États-Unis et le pianoforte auprès de Jos Van Imersel au CNSM de Paris. Donc, je suis très contente de jouer ces 2 instruments et je remercie beaucoup Francis d'avoir parlé des sonorités douces qu'on peut obtenir avec le piano Graf et d'autres pianos de cette époque-là, parce que justement, j'ai choisi de jouer 2 pièces courtes. La première est de Schubert et la deuxième de Beethoven, justement parce qu'il y a des indications piano, pianissimo et parfois même triple piano. Donc, on cherchait vraiment à l'époque à jouer très doucement. Et les différentes pédales de ce piano permettent ou aident l'interprète à le faire. Donc, et c'est pour ça aussi que j'ai enlevé mes chaussures, parce que les pédales sont très proches les unes des autres et il faut avoir les pieds qui ne sont pas encombrés par des chaussures, surtout quand on ne connaît pas bien le piano. Donc j'ai choisi les pièces sans avoir touché, entendu ces pianos, mais j'espère que ça va bien vous convaincre de ces capacités de jouer très doucement. Donc la première pièce est de Franz Schubert, date de 1824. C'est la petite mélodie hongroise, et donc je l'ai choisie parce que c'est une pièce où la main gauche joue l'accompagnement, la main droite la mélodie. Il y a l'influence de la musique populaire et j'avais l'espoir qu'il y avait un peu de musique turque dans ce piano, mais ce n'est pas le cas. Le basson n'est plus d'actualité, peut-être pour la prochaine fois, on aura aussi l'effet basson. Voilà, et la deuxième pièce est de Beethoven, elle date de 1823-24. C'est la première bagatelle des 6 bagatelles, opus 126. Là, on quitte le cadre assez carré de la pièce de Schubert, on va vers le romantisme, on va vers un caractère improvisé. Et encore une fois, on peut explorer le côté douceur de ces pianos. Aussi, la pièce de Schubert se joue plutôt au milieu du clavier. La pièce de Beethoven va plus dans les graves, plus dans les aigus pour faire entendre ces registres aussi. Voilà.
Donc, je vais continuer sur le piano Erard du milieu des années 1840. Et j'ai choisi aussi 2 morceaux, juste un instant. Donc, le premier est de Clara Schumann, qui en fait a reçu un piano Graf de la part de Graf quand elle s'est mariée avec Robert Schumann. Donc, j'aurais pu aussi jouer la pièce prochaine, la pièce suivante sur le Graf, mais j'ai décidé de le jouer sur l'Erard parce que la date correspond. Donc, elle l'a composé en 1845 quand elle avait une vingtaine d'années. Et j'ai choisi ce morceau à cause du côté polyphonique et aussi le fait qu'on utilise la technique de jouer la mélodie et l'accompagnement avec une seule main, la main droite en l'occurrence ici. Aussi, je voulais utiliser les 2 pédales de l'Erard, le una corda et la pédale forte. Et puis, je trouve que le una corda, à mon sens, donc c'est un commentaire très personnel, ça transforme ce côté assez cristallin de ce piano, pour moi un peu cassant parfois, mais c'est juste mes oreilles qui parlent là. Donc, ça adoucit agréablement le son, je trouve. Et pour le deuxième morceau, j'ai choisi de jouer une gnossienne de Erik Satie, donc c'est un peu plus tardif, ça date de 1889, en me disant que le pauvre Satie n'avait peut-être jamais de beau piano comme ça. Il jouait sans doute beaucoup de piano droit, mais je pense qu'il n'avait pas des pianos de son époque à jouer, il jouait de vieux instruments. Donc je me suis dit que cette gnossienne pouvait bien faire l'affaire et ça quitte un petit peu la musique savante et ça va vers le music hall et les cafés-concerts que Satie fréquentait beaucoup.
Bonjour à tous. Je suis vraiment très honoré de pouvoir participer à cette belle découverte de ce piano. Je suis professeur de conservatoire de Montpellier. Contrairement à Marcia, je ne suis pas du tout spécialiste de pianoforte. Donc ça me fait un grand challenge. Et en même temps, quand est-ce que j'aurais pu toucher autant de beaux pianos en même temps? Voilà. C'est pour ça que j'ai accepté ce challenge. Donc, ce que je veux vous interpréter, ce matin, j'ai testé plusieurs pièces. Testé, ça sonne pas très musical, mais pour nous, surtout quand on n'a pas d'habitude de jouer le piano de l'époque, vous avez une sensation comme si vous êtes sur un patin et vous ne savez pas patiner, voilà. Oui. Et en même temps, on est quand même mélomane et musicien, donc on a nos attentes, de bien jouer, bien affiner, donc vous allez voir. Donc, mon approche était un petit peu contresens ce que Marcia vient de faire, ça veut dire, moi j'ai choisi plutôt des pièces écrites 10 ans, 20 ans avant la fabrication de chaque piano. C'est pas fait exprès, mais j'ai fini par raisonner comme ça. Ouais. Et donc, avec ce pianographe, vous allez entendre un moment d'une sonate de Hyacinthe Jardin. Peut-être personne ne connaît, mais tout de même, il était un des premiers profs de piano au Conservatoire de Paris lors de son inauguration. Et il était chargé de cours de la classe femme. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est, mais apparemment, historiquement, à l'époque, il y avait une classe de piano homme et une classe de piano femme. Donc, à vous de rechercher de plus, si vous voulez. Donc, c'est un précurseur et un transiteur entre la musique classique française et romantique. Donc, vous allez entendre... c'est pas mal mozartien et aussi un petit peu de beethovenien, mais en tout cas on n'entend pas que c'est une musique française. Donc c'est dommage qu'il n'a pas vécu longuement et il est parti à 24 ans à cause d'une tuberculose. Donc c'est dommage. Voilà, ensuite sur le piano et l'art, vous allez entendre deux romances en paroles de méditation. Je les ai choisis parce que quand je ne connais pas le piano, ce sont des pièces que je choisis pour travailler comment chanter la mélodie. Donc j'espère que ça va marcher aussi sur ce piano et là aussi. Merci.